Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce vendredi est Philippe Lamberts, député européen écolo. Bonjour. Bonjour. Bruxellois, vous êtes Absolument. d'Anderlecht. On va commencer avec l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu dans le journal des interrogations sur la manière d'avoir de meilleurs transports en commun à Bruxelles. C'est un vrai sujet. J'imagine qu'en tant qu'écologiste, ça vous interpelle. Oui, absolument. Est-ce qu'on doit autoriser la STIB à concurrencer la SNCB? Est-ce que c'est ça la réponse? En tout cas, c'est très clair que si la SNCB ne déploie pas assez vite, alors pour des raisons budgétaires ou autres, l'infrastructure de transport et surtout les moyens de transport dont nous avons besoin pour désengorger Bruxelles, il faudra trouver des alternatives. Alors de toute façon, on aura des contraintes financières. Je veux dire que ce soit la STIB ou la SNCB, l'argent ne tombe pas du ciel. Et donc il va falloir prioriser nos moyens. Mais c'est vraiment ça la question aujourd'hui. Quand on voit le plan d'investissement de la SNCB, on peut se poser la question des priorités qui sont mises. Lorsque le RER est remis, moi je me rappelle encore de l'époque où on annonçait le RER pour 2012. 2012, c'était l'an dernier. On dit maintenant 2025. Ça prouve bien que même si beaucoup de travail est en train de se faire et si on a pris du retard à cause de questions de permis, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas suffisamment le paquet là-dessus. Or, il faut reconnaître que Bruxelles est quand même un lieu d'engorgement qui a un impact sur tout le pays. Il n'y a pas que les Bruxellois qui souffrent de cet engorgement. Et donc, je crois que c'est un win-win pour les 3 régions du pays que d'accélérer en tout cas les investissements. Et moi, j'observe en tout cas que ça ne va pas assez vite. Et c'est qui doit accélérer? C'est l'État fédéral? C'est les régions? Fondamentalement, la SNCB elle-même? La solution idéale en ce qui nous concerne, c'est clairement qu'on mette le paquet sur le plan d'investissement de la SNCB. Et je dirais que toute autre solution est une sorte de second best, de solution de repli, si jamais la SNCB ne fait pas assez vite et assez fort. Mais quand on parle de la SNCB et du plan d'investissement, et notamment du RER, c'est plutôt aux NAFTER que ça profite, c'est pas directement aux Bruxellois. Mais ça n'est pas vrai. Je veux dire, dans le plan du RER, il relie une série de stations bruxelloises. Je suis bien placé à Anderlecht. On aura la gare de l'Ouest qui sera un des nœuds du RER et qui nous profitera aussi pour relier différents points de Bruxelles. Donc je pense que c'est un projet qui est fait également pour les Bruxellois, mais il faut l'accélérer. Est-ce que la STIB peut se reconvertir et utiliser des rails de train pour faire rouler un espèce de mini-métro? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être envisageable? Céline Delforge, pour Écolo, a l'air de le penser. En tout cas, clairement, s'il y a de la capacité de l'infrastructure disponible et non utilisée, ce serait un non-sens de ne pas l'utiliser. Donc si la SNCB n'est pas capable de le faire, alors il faut explorer d'autres alternatives, y compris que la STIB l'exploite. Le transport en commun et le transport public, ça reste l'avenir de la ville. Je pense que si vous pensez qu'on peut encore ajouter des voitures dans cette ville, dites-moi où. Alors comment vous expliquerez aux habitants qui se mobilisent, par exemple à Jette, on vient de le voir aujourd'hui encore, contre une extension de ligne de tram, à Madou, lorsqu'on a un piétonnier qui est installé par la région et que la commune et les riverains ont l'air de s'y opposer. Comment est-ce que vous expliquez que les riverains eux-mêmes, les habitants, ont l'air de penser que finalement la voiture, ça reste le moyen de locomotion le plus pratique? D'une part, en général, on n'aime pas beaucoup de changer. On sait ce qu'on a, on ne sait pas très bien de quoi demain serait fait si on se met à changer les choses. Et donc, je crois que c'est une réaction très humaine et très naturelle de dire « bon, je ne suis pas trop sûr et donc je préfère pas ». C'est une réaction qu'on a observée à Anderlecht. On a aussi prolongé une ligne de tram le long des étangs d'Anderlecht. Au début, nous avons fait face à pas mal de réactions négatives des riverains. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont particulièrement satisfaits. Ils ont un tram au pied de chez eux et il se révèle que ce tram n'est pas bruyant. C'est une infrastructure qui n'est pas vraiment dérangeante. Et je suis sûr que si on fait aujourd'hui une enquête, les gens seraient ravis de l'infrastructure qu'ils ont. C'est paradoxal. Anderlecht est une des communes qui est bien desservie par les transports en commun et tout le monde en est content Anderlecht. Mais c'est clair que pour être bien desservi, il faut mettre l'infrastructure quelque part. Et donc, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Et s'il y a certaines nuisances qui sont liées au transport en commun, je pense que les nuisances liées au fil de voitures sont encore beaucoup plus colossales. Et qu'est-ce que vous dites aux habitants de Saint-Josse, Walking Madou, donc cette portion de la chaussée de Louvain qui a été transformée en piétonnier et finalement on se rend compte maintenant que les riverains ne sont pas convaincus de l'expérience, la commune elle-même, Emir Kir, dit qu'il faut revenir en arrière et rouvrir la circulation en voiture. L'écolo que vous êtes peut aller dans cette direction-là Mais à nouveau, je pense qu'il faut en discuter évidemment avec les habitants du quartier et les riverains parce que c'est clair qu'un piétonnier est d'abord pour eux. Il faut voir dans quelle mesure, en effet, l'expérience qui a été menée est ou non concluante. Mais en tout cas, je pense qu'il faut garder le courage politique d'avancer dans ce sens-là à différents endroits de la ville. Et ça, c'est la région qui peut le faire. C'est la région et les communes. C'est la région et les communes. Donc, je pense qu'il nous faut un plan d'ensemble, mais il appartient aussi aux communes. Je pense à, chez moi, la place de la Vaillance. Aujourd'hui, on a fait un mix un peu bizarre entre le piétonnier et quand même la voiture. Je pense qu'il faut aller plus loin et peut-être être un peu plus courageux dans la restitution aux
aux piétons d'une partie de leur environnement, d'une partie seulement. Personne ne vous parle de transformer Bruxelles 19 communes en une cité piétonne, mais je suis parfois un petit peu étonné que des projets même modestes, et Madou en est un, c'est relativement modeste par son extension, rencontrent des oppositions, je dirais, parfois à fleur de peau, sans qu'on ait vraiment un peu irrationnel. Et donc, je crois qu'il faut regarder les expériences, voir dans quelle mesure il faut aussi, de manière non dogmatique, les modifier, parce que parfois, on peut se tromper. Je veux dire, on peut avoir les meilleurs plans du monde sur la mobilité douce, et faire des erreurs. Donc, je crois qu'il faut être à l'écoute de nos citoyens, mais il ne faut pas pour autant aller dans le sens de la plus grande pente et faire simplement suivre l'inconscient collectif. Je crois que parfois, il faut faire preuve de volontarisme si on veut transformer cette ville. Alors, on vient de parler de Bruxelles, mais vos vrais dossiers à vous, ce sont ceux du Parlement européen, et notamment les dossiers qui concernent le monde de la finance. Absolument, vous aviez publié il y a quelques mois une enquête sur les bonnes ou les mauvaises banques, et plutôt, donc, il faut comprendre les banques qui risquent d'être entraînées dans des spirales, des crises type subprime. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises banques en Belgique? Est-ce que les choses ont changé depuis votre enquête? Je ne pense pas que les choses ont fondamentalement changé. Donc le but est d'examiner dans le comportement des banques, d'une part, ce qu'elles font de votre argent, autrement dit, est-ce qu'elles investissent dans l'économie réelle ou pas, comment est-ce qu'elles rémunèrent leurs gens, est-ce qu'elles utilisent les paradis fiscaux, bref, est-ce qu'elles fonctionnent comme des entreprises, je veux dire, citoyennes, profitables mais citoyennes, ou au contraire, comme des casinos. Et en effet, toutes les banques ne sont pas les mêmes. Toutes les banques ne sont pas égales. Et à l'époque de la première étude, qui sera renouvelée cette année-ci, le pire élève de la classe était Deutsche Bank. Et Deutsche Bank, figurez-vous, enfin les Bruxellois le voient, mène depuis 2 mois une campagne de publicité effrénée pour capter une partie de ce que les Belges ont de plus précieux, leur épargne. Pourquoi? Eh bien, parce que Deutsche Bank rapatrie cette épargne dans les comptes de Deutsche Bank maison mère. La succursale belge est immédiatement intégrée dans le groupe, et avec cela, Deutsche Bank fait son sport favori, à savoir la spéculation sur les marchés financiers. Vous êtes en train de me dire que l'argent des épargnants belges sert à des activités de spéculation internationale. Mais évidemment, 80% des profits de Deutsche Bank sont faits sur les marchés financiers. Les prêts à l'économie réelle représentent 17% du bilan de Deutsche Bank. Mais il n'y a rien d'illégal, Philippe Lambert. Non, ce n'est pas illégal. Mais quel est le but d'une banque? Le but d'une banque, c'est de financer l'économie réelle. Ce n'est pas d'aller jouer au casino pour enrichir un petit nombre de personnes. Et Deutsche Bank est un des exemples, et vraisemblablement en Europe, l'exemple le plus parfait de la banque dont le seul objet social est d'enrichir d'abord ses dirigeants et accessoirement ses actionnaires. Et le reste est un prétexte ou un moyen pour réaliser ça. Je ne suis absolument pas contre le profit. Ce n'est pas ça la question. Mais l'argent facile pour quelques-uns, je pense que ce temps-là est révolu. Donc on a bien compris, vous n'avez pas de compte dans cet établissement-là. Ah non, ça, et c'est pas de mal à veille. La bonne banque ou les bonnes banques, si on doit en épingler quelques-unes côté positif cette fois-ci. Du côté positif, clairement, Triodos c'est celle qui est arrivée en tête du classement. Bon, alors certains diront, et Van de la Note, avec son nouvel outil, va nous dire Triodos. Mais c'est pas seulement commerce équitable. D'abord, c'est vraiment des activités dans l'économie réelle. C'est en effet équitable, mais c'est durable. Donc, ils investissent dans des activités durables, dans la transformation écologique de notre société. Ce ne sont pas ceux qui vous rémunèrent le plus cher, mais de manière intéressante, ce n'est pas ceux non plus qui se rémunèrent le plus cher. Et donc, je veux dire, certes, c'est une banque modeste sur le plan des ambitions financières. C'est une banque très ambitieuse sur l'ambition de ce qu'elle fait avec votre argent et avec le mien. Et donc, clairement, ça, pour nous, c'est la championne. Il y en a d'autres qui sont en Belgique, des Van Breda, et parmi les grands, ING est clairement la moins pire de toutes. On verra si le classement 2013 reflète le classement 2012, donc on est en train de faire le travail. Ce classement, pour ceux qui veulent le trouver, vous l'aviez publié, il est sur Internet. Hein. Oui, et sur un site qui s'appelle péchébancaire.eu, et qui sera actualisé, et d'ailleurs étendu à 6 autres pays d'Europe au mois de mars. Vous n'avez jamais eu de procès? Quand vous attaquez les banques comme ça? Une seule banque m'a contacté pour me dire qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec les interprétations que je faisais dans des chiffres officiels de cette banque. Lorsque je lui ai offert la possibilité de creuser plus avant pour voir si on avait fait une erreur méthodologique, j'ai plus signe de vie. Donc je suppose qu'on ne doit pas être loin de la bonne interprétation. Evelyne Eyte-Broek, elle a raison de s'opposer au 4G? Mais je crois que collectivement, on a raison de se poser la question de la nocivité du bain d'ondes dans lequel on baigne. Je rappelle l'exemple de l'amiante. Il nous a fallu des décennies pour réaliser après coup la catastrophe sanitaire qu'on avait créée en recourant à ce matériau-là. Ne sommes-nous pas en train de faire la même erreur avec les ondes GSM, 3G, 4G, etc. C'est une question absolument légitime. Maintenant, il est très clair que
la pression à la fois des opérateurs, la pression aussi du grand public, qui veut un Internet rapide partout, elle est extrêmement forte. Et c'est vrai, peut-être collectivement, on se dit, eh bien, on oublie ce principe de précaution et on y va massivement. Mais vous êtes député européen, je sais que vous avez un smartphone. Est-ce que ça vous irrite pas par moment au Parlement européen de constater que le débit n'est pas suffisant et que, je dois dire finalement... que je n'utilise pas beaucoup mon smartphone comme ordinateur. J'utilise plutôt les réseaux internes Wi-Fi du Parlement européen. Donc, je n'utilise pas beaucoup, en fait, le 3G. C'est une sorte de roue de secours lorsque j'ai vraiment pas d'autre moyen de me connecter. Et pour ceux qui se déplacent en ville et qui ont besoin de se connecter, est-ce que la couverture est suffisante aujourd'hui à Bruxelles? Ah, ça, c'est une question qu'il faut se poser. De nouveau, qu'est-ce qu'on veut offrir comme niveau de service? Est-ce qu'on veut pouvoir vous permettre de regarder votre émission de télévision préférée dans le métro? Je ne sais pas si c'est un objectif de bien public qu'on doit poursuivre. Est-ce que les écologistes ne sont pas en train de s'isoler sur cette question-là? On a entendu Guy Van Engel, on a entendu Johan van der Lanotte. Tout le monde critique finalement. Oui, mais je comprends qu'on nous critique et quelque part on a le mauvais rôle ici parce qu'on dit attention, nous sommes peut-être en train collectivement de faire une bêtise. Et donc bien sûr, c'est pas une question facile et quelque part il faudra peut-être faire la bêtise pour se rendre compte de la bêtise qu'on a fait. Mais nous disons, il vaut mieux prendre des précautions. Et c'est vrai que le faire à la simple échelle d'une seule région, ça peut paraître un petit peu vain parce que c'est le genre de problème qu'on devrait être capable de résoudre au moins au niveau européen et de dire, bon, ben, c'est quoi la bonne norme? Mais ce qu'on constate, c'est que parfois, dans les normes européennes, dans le domaine alimentaire, dans le domaine des ondes, eh bien, on a été un peu laxiste. Et donc ici, on a voulu être pionnier. Je constate que ça s'oppose à un certain nombre d'intérêts ou de demandes du grand public. Je pense quand même que l'interrogation que nous posons reste une interrogation valide. Philippe Lamberts, merci d'avoir été notre invité. Je vous signale ce soir à 18h30 après le journal, l'émission Sans détour avec Jean-Christophe Peuzès qui reçoit donc Jean-Marc Meyer qui est proposé pour être le prochain procureur du roi. La ministre de la Justice doit encore avaliser cette décision. Et puis lundi à 12h45, prochain rendez-vous avec l'interview, ce sera Éric Thomas, votre bourgmestre, le bourgmestre d'Anderlecht qui sera si longtemps attendu. Notre invité. Bonne journée à tous.